aujourd'hui Branle-bas de combat de Jacques Prévert. Alors Jacques Prévert, 1900-1977, est auteur de recueils de poésie, de sketchs pour le théâtre, de chansons, de scénarios, de dialogues pour le cinéma. Il a également réalisé de nombreux collages. Très jeune, il fait connaissance avec André Breton et Louis Aragon. Il vit dans un logement collectif qui accueille Raymond Queneau, Yves Tanguy, et c'est là qu'il trouve le terme de cadavre exquis pour définir le jeu littéraire auquel ses amis et lui se livrent. En 1932, il est sollicité par le groupe Octobre pour écrire des textes contestataires que le groupe joue dans les usines en grève et dans la rue. Aux côtés de Jacques Prévert et de son frère Pierre Prévert, dans le groupe Octobre, on trouve aussi Mouloudji, Maurice Baquet ou un futur cinéaste comme Paul Grimaud. Prévert est le scénariste et le dialoguiste de plusieurs grands films français, notamment Drôle de drame, Le Quai des Brumes, Le jour se lève, Les visiteurs du soir, Les enfants du paradis, Les portes de la nuit de Marcel Carné et Le roi et l'oiseau, film d'animation de Paul Grimaud. Ses poèmes sont mis en musique par Joseph Cosma. Ses interprètes sont entre autres Juliette Gréco, les frères Jacques, Yves Montand. Sorti en 1946, Parole, c'est le premier livre signé Prévert. Le succès est foudroyant et ses poèmes sont traduits en de multiples langues. Diffusion en livre de poche de 2,5 millions d'exemplaires, ce qui en fait le poète le plus lu de la littérature française. D'autres recueils suivront, ainsi que des ouvrages en commun avec des photographes ou des illustrateurs pour enfants, comme Jacqueline Duhem pour les contes pour enfants Passage. Alors il a vécu dans un appartement derrière le Moulin Rouge, à côté de celui de Boris Vian, Boris Vian se produisait au cabaret de son frère Pierre Prévert, le cabaret La Fontaine des 4 saisons. Ensuite, il a acheté une maison à Aumonville-la-Petite, dans le Cotentin, qu'on peut visiter, qui s'appelle maintenant la maison Prévert. Branle-bas de combat. Première bobine. C'est la nuit. Nous sommes à bord du France d'abord à bâbord et à tribord, après vous je vous en prie. Une des plus belles unités de la marine de l'État. Couchés dans leur hamac et bercés par le roulis, les braves petits cols bleus rêvent à leur pauvre mère et à leur cher vieux père. Ceux qui rêvent à leur père murmurent tout doucement « papa ». Ceux qui rêvent à leur mère murmurent tout doucement « maman ». Ceux qui sont orphelins, fils indignes, mauvais sujets ou pupilles de l'assistance publique, se taisent et ne rêvent pas. Sur le pont, derrière la grosse tourelle numéro 3, il y a une femme très belle qui fait les 100 pas. Elle est vêtue d'une admirable robe de soirée et tient à la main une tasse à thé. L'amiral arrive avec la théière et le sucrier. Il est en grande tenue et il marche sur la pointe des pieds. Il s'approche de la jeune femme et sans dire un mot, la regarde et sans dire un mot, la jeune femme regarde aussi l'amiral. Long silence. Long silence pendant lequel on entend divers bruits, cris d'oiseaux de mer, mouettes et goélands, clapotis de vagues et claquements de drapeaux secoués par le vent. L'amiral se décide à rompre le long silence. Combien de morceaux de sucre, Marie-Thérèse ? Hélas! Je m'en doutais. Il s'approche de la jeune femme, la saisit par le poignet avec une grande délicatesse et, la plaçant en pleine lumière, se recule pour juger de l'effet. Soudain, il pousse un cri terrible et jette par-dessus bord la théière et le sucrier. « Oh, c'est affreux, c'est impossible, je rêve !» Il se pince le bras avec la pince à sucre. « Mais non, je ne rêve pas, c'est la triste vérité. Marie-Thérèse, vous êtes... » Hélas! Et moi qui? Et moi qui? Et moi qui? Et vous qui? Quoi, mon ami? Et moi qui vous avais placé si haut dans mon estime? Hélas! Alors, l'amiral s'approche d'elle et lui parle très bas à l'oreille.
À l'expression tourmentée de son visage expressif et tourmenté, on comprend très nettement qu'il lui dit « Marie-Thérèse, je veux savoir qui est le père ». Et Marie-Thérèse, tournant alternativement et lentement la tête à droite et à gauche, plusieurs fois, on comprend qu'elle refuse de répondre. Alors l'amiral, oubliant les plus élémentaires notions de la galanterie française, s'oublie jusqu'à tordre les poignets de la malheureuse Marie-Thérèse. « Répondez, madame, répondez !»« C'est votre fils, mon ami. »« Mon fils ? Et moi qui ? Et moi qui ? Et vous qui quoi, mon ami ? Et moi qui vous brutalisais, ah, fou que j'étais !» Il arpente le pont en faisant le geste de bercer un enfant, et Marie-Thérèse le regarde en hochant la tête tristement. « Mon fils, kili kili kili, ouh, est-il son petit papa? Coucou, c'est l'amiral, il est là, le voilà, kili kili. Garde à vous, au drapeau, tout le monde sur le pont pour voir mon petit fiston. » Mais comment pouvez-vous savoir, Marie-Thérèse, si c'est un garçon ou une fille? Hélas, mon ami, quand tout à l'heure je vous ai dit « c'est votre fils », hélas, j'ai voulu dire « c'est votre fils, le père Stanislas !» ?»« Hélas. Mon propre fils !» Il s'écroule sur le banc de car et reste environ 10 minutes la tête entre ses mains. Les 10 minutes écoulées, il relève la tête, on s'aperçoit alors qu'il a vieilli de 10 ans. À cet instant, de derrière la tourelle numéro 3, surgit un lieutenant de vaisseau, fort beau garçon, mais aux traits visiblement crispés par la jalousie. Stanislas!